Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme qui explore l'amour avec une lucidité rare. Elle s'appelle Elodie et elle est love coach. Mais surtout, c'est une femme qui croit profondément que l'on peut construire une relation épanouissante sans se diminuer. Elodie accompagne les femmes à retrouver confiance en elles sans baisser leurs standards, à aimer vraiment sans s'effacer. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne vend pas du rêve. Elle parle d'amour avec franchise, avec subtilité, avec exigence aussi. Elle dit que l'amour, ce n'est pas un prix à gagner, ni une preuve de valeur. C'est un espace où on peut être pleinement soi ou rien. Pendant des années, Elodie a observé, écouté, décortiqué les mécanismes amoureux, les siens, ceux de ses proches, ceux de ses clientes. Elle a compris que ce n'est pas le manque d'amour qui abîme le plus, c'est tout ce qu'on accepte par peur de ne plus être aimé. Alors elle a choisi d'en faire sa mission, aider les femmes à se libérer de ces compromis silencieux, celles qui s'adaptent trop, celles qui se demandent si elles sont trop, celles qui en ont marre de tomber toujours sur le même type de relation ou de rester seules en pensant que l'amour, c'est pas pour elles. Et ce qu'elle transmet, ce n'est pas juste une méthode, c'est une permission. Celle d'aimer sans se trahir. Bienvenue Elodie, je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui et justement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup moi c'est Elodie, comme tu disais bien, je suis love coach et ce qui est important pour moi dans la vie en général, de toute façon, c'est l'amour. Et c'est l'amour en couple, mais c'est l'amour aussi de manière plus grande. Et c'est quelque chose, je trouve que c'est la chose qui est la plus belle au monde. Et j'en ai fait le cœur de ma vie. Moi, je suis en couple, ça fait plus de 15 ans. Je suis maman. J'ai une petite vie tranquille, maison à la campagne, chien, enfant, couple, etc. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation et j'ai une question qui me vient en t'écoutant. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir love coach? C'est plusieurs choses en même temps déjà parce que dans mes valeurs, ma valeur la plus haute, c'est l'amour. Pour moi, c'est ce qui est le plus beau au monde, mais l'amour dans tout ce qu'on en comprend et dans tout ce qu'on vit de beau pour tous les bons côtés. Alors je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais c'est beau et je crois vraiment que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, s'il y avait plus d'amour, tout irait beaucoup mieux. Si on faisait les choses avec un peu plus d'amour, parce qu'on est dans un monde quand même aujourd'hui assez compliqué et aussi individualiste, et qu'en fait si tout le monde rajoutait un peu d'amour dans sa vie, tout irait mieux. Donc il y a cette partie-là, et il y a aussi, j'avais des amis autour de moi célibataires depuis longtemps qui comprenaient pas pourquoi, qui tombaient toujours sur des mecs, soit des mecs en fait à la fin qui ghostaient sans raison, qui les trompaient ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, j'avais aussi des copines qui étaient en couple et qui me disaient un peu genre par dépit, faute de mieux. Et en fait ça me rend trop triste. Parce que pour moi, l'amour, c'est censé être quelque chose en plus et c'est pas un amour par dépit parce que déjà je trouve ça triste au quotidien et je trouve qu'en même temps ça gâche quelque chose parce que je suis sûre qu'autre part il y a quelqu'un en fait avec qui elle serait très heureuse et ça formerait peut-être deux autres couples très heureux que de rester en couple avec quelqu'un avec qui ça matche pas forcément. Donc je trouve ça trop triste et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice pour changer tout ça. Pour toi, quelle place la confiance en soi a-t-elle dans la qualité des relations amoureuses? Alors moi je vais des fois un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir un peu partout chez les love coach parce que moi je crois pas qu'il faille avoir une confiance absolue en soi pour se mettre en couple. En fait, c'est un peu ce qu'on voit partout, faut avoir confiance en soi, faut s'aimer soi-même avant d'être en couple. Et je trouve que c'est un super beau chemin, qu'il faut aller vers ça. Mais en fait, c'est inatteignable, en fait, d'avoir confiance en soi complètement et de s'aimer. C'est pas possible. Et tout ce que ça fait, c'est de mettre une pression énorme aux gens. Et du coup, moi, je crois aussi que dans les relations, en fait, moi, c'est grâce aussi à mon mari que j'ai eu confiance en moi. Ça se passe aussi, en fait, avec la relation aux autres, qu'on a de plus en plus confiance en nous. Donc, en fait, je pense que c'est un chemin tout le temps, que les relations, ça aide à prendre confiance en nous, mais il faut pas attendre d'atteindre quelque chose. Par contre, ce qu'il faut, c'est se connaître, se respecter, connaître ses limites, ses valeurs, etc. Parce que sinon, on peut tomber dans des relations qui nous conviennent pas du tout, mais pas forcément attendre d'avoir confiance en soi. Ouais, c'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a ce cliché souvent, dans le développement personnel, enfin, que si toi-même tu ne t'aimes pas ou si tu ne t'es pas alors j'aime pas trop le mot, mais c'est souvent ce qui est amené, si tu, n'es pas réparé, de Mmh. ton passé en fait, en gros tu es une personne fragile et cassée et les autres te verront comme ça et t'aimeront pas et ce que tu disais, c'est très intéressant finalement que, on peut construire sa confiance en soi par la relation qu'on a aux autres
Et du coup, j'imagine cette relation qu'on a aux autres aussi un miroir de la relation qu'on a avec soi-même. Complètement. Il y a 2 parts. Il y a le fait que, bah, l'autre en face par aussi, sa présence, son soutien, ou dans des moments compliqués aussi, il t'aide à avoir confiance en toi et bah, des fois même, si ça peut piquer aussi, il te montre aussi des facettes sur lesquelles, bah, tu as encore besoin d'avancer. Ça te permet d'avancer mieux aussi, avec cette personne-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment un couple, c'est un peu un catalyseur aussi de confiance en soi, en fait. À l'inverse, peut-être qu'il y a certains couples, comme tu l'évoquais tout à l'heure, des relations qui fragilisent l'estime de soi. Et pour toi, en fait, est-ce qu'il y a des indices, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'une relation, en fait, elle nous fait pas du bien, elle fragilise notre estime? Ouais. Bah, comme tu dis, les exemples, c'est dans des relations amoureuses, mais ça peut être dans des relations amicales. Il y a des relations amicales toxiques, hein. Des collègues ou des managers, on en voit souvent, ça nous choque moins, mais dans l'amitié aussi, là, dans l'amour. Et moi, je pense que les signaux d'alerte, c'est déjà quand on commence, par exemple, à se comparer à l'autre, mais de manière néfaste. Tu vois, si on met l'autre sur un piédestal et qu'on se rabaisse soi-même, là, il faut commencer à faire attention. Ou si on commence à se trouver encore trop. Je suis trop bavarde, je suis trop ci, je suis pas assez intéressante, etc. Et quand on commence à s'adapter et à suradapter à l'autre, on essaie de voir, de comprendre des signaux, etc. Qu'est-ce qu'il attend de moi pour que je lui plaise, pour qu'il reste avec moi, pour qu'il m'aime enfin. Et en fait, à force de s'adapter, de suradapter, parce que j'ai connu ça aussi, hein, je le connais encore des fois, on a tendance à oublier qui on est, nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le chemin direct pour perdre l'estime de soi. Si tu sais plus qui t'es et que tu fais tout en fonction de l'autre, au bout d'un moment, tu te perds toi-même. Et là, la confiance en soi et l'estime de soi, elle peut que baisser, quoi. Ouais, et en t'écoutant, je me dis, est-ce que on peut soi-même être toxique pour l'autre, fragiliser bah, du coup son estime sans s'en rendre compte? Et du coup, comment on peut s'en rendre compte? Ouais. Ben, déjà, pour rebondir par rapport à ce que je disais avant, c'est que si tu mets l'autre sur un piédestal, des fois on croit que c'est lui faire du bien, mais déjà ça peut être un problème pour l'autre aussi. Parce que si l'autre, ça vient pas de lui, par exemple, si c'est pas quelqu'un de toxique en face, lui-même ça peut lui mettre la pression de se dire merde, elle attend aussi ça de moi, elle me met sur un piédestal, je peux pas. Si je lui fais comprendre que je suis quelqu'un de moindre, ça peut être difficile pour lui aussi. Et pour revenir aussi bah, à l'amour de soi et à la confiance en soi, en fait, moins t'en as, plus t'es souvent dans le contrôle de l'autre, dans tes peurs et ce genre de choses. Et ça crée pas des relations saines non plus. Est-ce que aimer vraiment, c'est oser être vulnérable devant l'autre, selon toi? Moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, si t'oses pas être vulnérable avec quelqu'un, en fait, tu cohabites avec quelqu'un. Parce que la vulnérabilité, c'est aussi bah, montrer ses émotions, montrer qui on est. Et encore une fois, moi, je crois que tu disais dans ta présentation, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est d'aimer, d'être aimé pour qui on est vraiment. Parce que déjà, sinon, c'est très compliqué aussi dans la vie de tous les jours et qu'en plus, pour soi-même, c'est ce qu'il y a de plus beau. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à confondre la vulnérabilité et la faiblesse. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, tu as des femmes, on est vachement maintenant indépendantes, on est un peu des femmes fortes, etc. Et on n'ose plus être vulnérable. Alors qu'en fait, la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Quand tu es faible, c'est qu'en fait, genre, tu déposes les armes, tu laisses tomber. La vulnérabilité, c'est toi qui choisis de montrer un peu tes faiblesses et de déposer les armes. Donc tu restes un petit peu dans le pouvoir quand même, mais tout en montrant tout ce que t'es. Et la vulnérabilité et l'authenticité en plus pour celles qui croient ça, au niveau vibratoire, c'est très haut. Et du coup, ça permet vachement de connecter en fait aux personnes qui sont face à toi. Est-ce qu'on peut vraiment rester pleinement soi dans une relation sans prendre le risque de perdre l'autre? Ben moi, c'est ce en quoi je crois. En fait, ben, dans ta question, il y a deux choses parce que pour moi, il faut être soi. Je dis pas qu'il n'y a pas de concession à faire, parce qu'on a tous des choses quand même où il faut faire des efforts. Ça peut, il y a des gens, enfin, on vit longtemps seul, il faut réapprendre à intégrer l'autre dans sa vie, etc. Il y a des concessions à faire, mais être pleinement soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait, dans ta question par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait, même si tu perds l'autre, eh ben tant mieux, si c'est quelqu'un pas fait pour toi en fait. Je sais que des fois j'ai des coachés pour qui c'est compliqué, elle rencontre quelqu'un et dès qu'elle pose une limite ou quoi, l'autre il ghost ou il part. Et pour elle c'est compliqué parce qu'elles se disent j'ai enfin réussi à montrer qui je suis, résultat l'autre il part. Mais non en fait c'est tant mieux, ça a été rapide en fait. T'as pas perdu du temps même si tu perds jamais de temps en fait. L'autre il sait directement qui t'es,
ça convient pas, ça a le droit de pas convenir aussi. Toi, t'aimes pas tout le monde non plus. Donc, être pleinement soi, ça permet de mettre la confiance en soi, l'estime de soi, d'être sereine dans la vie de tous les jours, d'être dans une bonne relation. Et si ça convient pas aux autres, tant mieux quelque part. Bye, on n'a pas besoin Ouais, de personnes comme ça. c'est Mais ça. du coup, jusqu'où on doit faire des concessions? Parce que tu vois, moi, j'ai un exemple très concret dans mon couple. Moi, je suis mariée depuis un certain temps. Bah, il y a des choses sur lesquelles on s'accorde pas. Et Mhm. forcément, bah, ça doit amener des concessions d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai l'exemple qui me vient, c'est le rangement, par exemple. Je pense que c'est un sujet de tension dans beaucoup de couples. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez maniaque. J'aime quand les choses sont rangées, quand les choses sont à la bonne place. Et mon mari, il aime pas, enfin, naturellement, il est plus chaotique. Et lui, il s'y retrouve hein, dans son bazar. Hein. Mais finalement, bah, personne n'a raison, personne n'a tort, puisque chacun vit de sa manière. Mais au quotidien, jusqu'où on doit faire des concessions, en fait, pour vivre ensemble. En tout cas, apparemment, tu les fais. Parce que vous êtes toujours ensemble depuis un bon nombre d'années. Ou alors il les Là, fait lui. C'est lui. C'est peut-être lui qui les fait. moi, tu fais des concessions. Pour moi, les concessions, enfin, là en tout cas où il faut pas en faire, bah, c'est forcément quand l'autre déjà dépasse ses limites, vraiment les gros trucs ou les traits toxiques qu'on a pu voir avant. Et en fait, moi, bah, au fil de mon couple, j'ai évolué aussi parce que par exemple, il y a des choses, je pense, sur lesquelles il faut faire des concessions. Moi et mon mari, par exemple, on n'a aucun point commun. J'ai toujours dit ça à tout le monde, mais ça veut dire que ce soit les goûts cinématographiques, de musique, de voyage. Genre, moi, j'aime le chaud, lui, il aime le froid, lui, il aime la science-fiction, je déteste ça. Il écoute du métal, quand moi, je vais écouter Beyoncé. Enfin, tu vois, c'est vraiment, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc ça, je pense que c'est des concessions qui sont quand même faciles à faire où il faut passer outre. Et on a longtemps dit, en fait, que ce qui nous rapprochait, c'est qu'on avait des valeurs communes. Et en fait, c'était pas vrai non plus. On s'est rendu compte qu'on a des valeurs fortes, la famille, l'amour, c'est vrai, mais on a des valeurs en fait où on est plutôt complémentaires, tu vois. Et ça permet que chaque fois dans nos vies, on se tire l'un l'autre vers quelque chose. Te concernant du coup concernant le rangement, ça je pense que bah, c'est difficile de répondre parce que c'est des cas particuliers, ça a tout à chacun. Faut faire souvent des concessions dans les deux sens. Ok, je vais pas te mettre la pression pour que tout soit rangé comme moi je veux que ce soit rangé ou nettoyer tous les jours, etc. Par contre, tu fais au moins l'effort de quand moi je range quelque chose, tu le remets à sa place, tu laisses pas tes chaussettes traîner partout. Enfin, un minimum. Je pense que chacun doit faire un pas vers l'autre pour se retrouver. Après, toi, si t'as la chance d'avoir un mari qui fait toutes ces concessions-là, en fait, tant mieux, c'est qu'il est prêt à les faire. Mais souvent, les concessions, c'est chacun un pas vers l'autre. C'est pas à la même personne de faire toutes les concessions et d'aller complètement vers l'autre. Sinon, bah, justement, on retombe dans cette suradaptation, quoi. Et bah, c'est aussi ça le respect de l'un et de l'autre. C'est chacun a ses goûts. Ok, en quoi ça peut être un problème pour l'autre. C'est pas aussi dénigrer les goûts de l'autre parce que nous, on a des goûts. Et des fois, on a l'impression que quand nous, on aime quelque chose, c'est génial. Parce que t'as déjà eu ce truc où quelqu'un te fait genre, mais écoute cette musique, vraiment, elle est super. Oui, bah, toi, tu l'adores, moi, voilà, tu vois, mais des fois on a l'impression que nos goûts ils sont communs, alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est l'écoute de l'autre, etc. Et c'est vraiment cette complémentarité, parce qu'en plus il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas, mais parce qu'on connaît pas, et l'autre nous permet de découvrir des nouvelles choses et d'évoluer par ça aussi. Alors c'est moi la personne relou qui dit regarde, écoute, c'est trop bien. On est tous comme ça. Moi, je suis voilà, j'ai une nature très enthousiaste. Alors, forcément, je suis là, waouh, faut que t'écoutes ça, c'est incroyable. Puis après, t'as mon mari, il fait ouais. À l'inverse, moi, je sais qu'il adore les trucs d'avion. Moi, je suis pas fan du tout du truc. J'avais la phobie de l'avion pendant très longtemps. Et j'ai appris plein de choses sur l'aviation. Et maintenant, bah, je vais pas dire que je suis pas la personne qui pense qu'elle va faire atterrir un avion. Hein. Mais typiquement, ça m'a permis aussi d'apprendre, de comprendre et du coup de moins appréhender les voyages. Donc finalement, on s'apporte tous mutuellement des choses quand on s'autorise à découvrir l'univers de l'autre. Mais après, je me pose la question, dans les couples, par exemple, où il y a des valeurs extrêmement opposées, je pense notamment à la manière de voir la vie, ou peut-être même à la politique, euh, comment faire en fait? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Alors, valeurs, par exemple pour la politique, j'aurais une réponse, des valeurs complètement différentes, ça dépend, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un chemin où on veut aller un peu vers les mêmes choses. On voit des couples, par exemple, où pour l'un, c'est très important d'avoir des enfants et pas pour l'autre. Ou d'un moment, c'est une chose qu'on peut pas changer. Et encore, parce que, en fait, moi, je voulais pas d'enfants.
Donc aujourd'hui, j'ai une petite fille qui va avoir 3 ans. Mais pour moi, c'était hors de question d'avoir d'enfants. Dans le monde actuel, c'était pas possible. Je trouvais que c'était un acte très égoïste, etc. C'était mon point de vue d'avant. Mon mari a toujours voulu des enfants. Mais par amour, il a fait le choix. Je préfère rester avec toi sans enfants qu'être en couple avec quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde et on peut l'entendre. Donc dans la vie, les choses peuvent changer. Et si c'est clair pour tous les deux, des fois des questions à se poser. Et dans les valeurs, après il y a des valeurs qui sont quand même communes, hein, les valeurs de respect, ce genre de choses, ça on peut pas, surtout pas aller outre. Et je pense que dans les valeurs, il y a toujours cette question encore de complémentarité, comment on arrive à être ensemble. Et pour la politique, c'est pareil, je pense qu'il y a certains niveaux, parce que pareil, mon mari et moi, la politique, ça nous a pas, on s'est mis ensemble, on avait 20 ans, donc ça nous intéressait comme ça nous intéressait, quoi. Donc voilà, et puis je pense que tout au long de la vie, tes choix politiques ils peuvent changer avec l'actualité, avec qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. On voit bien le monde, même rien qu'il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est plus le même politiquement parlant. C'est aussi la danse respecter, c'est entendre les convictions de l'autre. Je pense que c'est aussi ça en fait de débattre. Enfin en tout cas pour moi c'est pas un problème de dire non mon opinion c'est ça, je pense que t'as tort, mais toujours de manière saine avec des exemples et pourquoi, du comment, etc. Et rien qu'avec ces questions-là, déjà l'autre il peut se poser la question en fait si c'est vraiment quelque chose en particulier qu'il apprécie ou si c'est des dogmes, etc. Questionner. Et puis encore une fois c'est ce qu'on disait avant, si tu vois qu'en fait les valeurs ça va pas et que ce qu'ils prônent ça t'intéresse pas du tout, tant mieux, tu passes au suivant, c'est que c'était pas le bon et que les valeurs étaient pas bonnes pour chacun des deux. Hein. J'imagine que dans les personnes que tu accompagnes, il y a des personnes qui sont célibataires. Et moi aussi, dans les personnes qui viennent me voir, il y en a beaucoup qui sont célibataires ou qui sont passés par le célibat. Et ce que j'observe de commun entre ces personnes, c'est que souvent, elles le vivent comme un échec. Pour toi, comment on peut vivre le célibat sans le vivre comme un échec? Il y a une phrase qu'on a peut-être tous entendu, que l'échec ça n'existe pas, etc. On voit ça beaucoup dans le développement personnel et on a un peu ras le cul, ça fait 5 ans qu'on voit des posts Instagram là-dessus. Et pourtant, c'est pas tout à fait faux parce que en fait, je pense que chaque relation elle a amené quelque chose. Et même les relations toxiques en fait. Soit t'as appris des choses même sur la vie en général, mais souvent sur toi-même. Et du coup, dans tous les cas, tu passes des steps. Je pense qu'il n'y a pas de relations amoureuses qui sont des échecs. On n'a pas forcément tout de suite les réponses, par contre. Donc là, c'est possible que les auditeurs soient dans des situations où ils disent c'est pas possible, là j'ai vraiment vécu un enfer. Des fois on s'en rend compte même 5 ans après. Ok, c'est grâce à cette personne-là qu'en fait j'ai changé de boulot, j'ai changé d'environnement, je me suis rendu compte que mon amie Intel, elle était aussi toxique parce qu'elle m'a pas suivi là-dedans et que ça fait un tri. C'est dans le dur, des fois, mais voilà. Mais du coup, le célibat, c'est pas un échec aussi, c'est un endroit en fait où tu te dis ok, c'est un fait, je suis célibataire, mais qu'est-ce que j'en fais? Tu peux en profiter pour avancer sur toi-même, pour voyager dans le monde entier solo si ce que tu veux, tester de nouvelles choses, etc. Et chaque période de sa vie nous amène à ce dont on est censé aller, à des belles rencontres, etc. Donc c'est profiter de chaque moment, se dire ok, je suis célibataire, maintenant qu'est-ce que j'en fais pour vivre le plus heureux possible, quoi. Ouais, donc du coup, se sentir heureuse, heureux en étant célibataire. Et je dirais même, est-ce qu'on peut se sentir aimé et confiant, même si on n'est pas en couple? Heureusement oui. En tout cas, moi j'y crois, c'est mon triste vie. Parce que l'amour, ça vient d'un conjoint, c'est sûr, mais ça vient aussi de nos parents, de nos amis, de plein de choses, et aussi de soi-même. Et c'est ce qu'on disait au début, on n'est pas dans le dogme de s'aimer à tout prix complètement, etc. Et même si ça paraît abstrait, moi j'invite déjà en fait à se donner à soi-même des actes d'amour en fait. C'est prendre un temps pour faire un bon bain, se mettre sur le transat et lire un bouquin, se payer un massage, enfin j'en sais rien, mais s'apporter de l'amour à soi-même, continuer à évoluer ce vers quoi on veut évoluer, apprendre à avoir plus confiance en soi, etc. Mais autant le couple c'est un catalyseur, autant ça commence par soi aussi au départ. Pour toi, pourquoi certaines femmes, justement, qui s'aiment, qui sont ultra alignées, qui sont bien dans leur vie, n'arrivent pas à trouver l'amour? Est-ce que ça dit quelque chose d'elles ou du monde qui est autour de nous? Déjà ça dépend de ce qu'on entend par ultra aligné, mais souvent c'est des femmes qui ont fait beaucoup, j'imagine, de développement personnel, qui se connaissent bien, etc., etc. Et moi je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'en fait souvent quand on est comme ça, on a la croyance de j'ai besoin de personne. Moi j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, etc. Ce qui est pas faux en soi. On a besoin
de personne. L'amour, c'est pas avoir besoin d'autre, sinon ça devient encore une fois toxique. En fait, je pense que c'est un truc en plus. Mais à force de dire, moi, j'ai besoin de personne, bah, elles attirent personne. C'est un petit peu la logique du truc, tu vois. Donc, du coup, elles ont plus la place pour accueillir quelqu'un d'autre. Et des fois, il y a aussi ce côté, moi, j'en ai rencontré, c'est des femmes, en fait, qui ont passé des années à se construire, à construire par exemple leur business ou leur carrière tout simplement, à commencer à avoir confiance en elles, à réparer des choses, et elles peuvent avoir peur de faire rentrer quelqu'un là-dedans qui casserait tout. Le risque, en fait. Ouais, le risque que le château de cartes il puisse un petit peu s'effondrer parce que il y a encore une fois de nouveau ce côté vulnérable et qu'elles ont peur. Alors que si tu choisis les bonnes personnes, en fait, il va te permettre de monter ton château encore plus haut, de te soutenir. Mais je crois que ça peut expliquer pourquoi il y en a qui sont très alignées, très fortes, etc., et qui pourtant restent célibataires. Ouais, je comprends le risque et peut-être, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, parfois c'est aussi, le poids des histoires passées. Pour toi, comment on pourrait faire la paix avec ces histoires passées ou avec alors même s'il y a pas d'échec, hein, ce que les personnes considèrent comme un échec amoureux, comment on peut faire la paix avec ça? C'est déjà comprendre ces relations-là, ce qu'elles ont pu apporter, même si c'est super difficile. Et des fois, tout seul, c'est dur de s'en rendre compte aussi. Donc, ça peut prendre du temps, faut avoir peut-être besoin de quelqu'un pour voir, en fait, ces relations-là, à quoi elles m'ont aidé. Et ça peut être dans les relations amoureuses ou même dans d'autres relations, mais elle m'a permis, comme dit, de faire le tri dans ma vie, de changer de carrière, ou rien que d'apprendre à mieux me connaître. Est-ce que ça explique aussi, du coup, les personnes qui ont tendance à avoir toujours le même type d'histoire? Pour les relations en fait qui bouclent sur toujours le même schéma, il y a deux choses. Soit en fait ces relations-là, d'un côté elles ont un côté sécure parce qu'elles ressemblent à ce qu'on a toujours connu, donc on se dit que c'est normal, c'est ça la sécurité, etc. Il y a aussi quand on est dans des relations toxiques, euh, en fait pour faire un mini cours, quand tu es dans une relation toxique, en fait l'autre il te met en état de manque et après il te donne ta dose. Tu vois, il va te ghoster, il va pas t'écrire, et d'un coup, hop là, un petit compliment, une petite, je regarde ta story Insta, et puis les femmes, elles sont genre, qui c'est qui a regardé mes stories, etc. Tu vois, ça te donne un petit shoot de ta dose, et en fait, ça fait des montagnes russes dans ta tête, et tu deviens accro à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui se remettent tout le temps là-dedans, parce que dans les relations toxiques, elles sont en mode, et dans les relations saines, elles ont l'impression de se faire chier. Alors que c'est le temps que le cerveau il se réadapte et qu'il comprenne qu'en fait non tu te fais pas chier, t'es juste sereine, tu vois, pour que ton système nerveux un peu il rebaisse. Donc il peut y avoir ces deux raisons là pour lesquelles tu rentres dans des schémas toujours les mêmes. En t'écoutant, j'ai l'impression de tomber dans des mécanismes d'emprise, où, tu dans l'attente, que ton j'allais dire gourou, mais c'est pas le bon mot, voilà, te donne quelque chose et parce que tu l'as déjà eu, tu sais qu'il peut te le redonner et après on tombe dans des trucs, pas super. Est-ce que, tu as des femmes parfois, qui viennent te voir, qui sont dans ces mécanismes-là et qui ne s'en rendent pas compte? Ouais, qui s'en rendent pas compte, ouais, complètement. Et encore une fois, pour certaines, c'est logique. Genre les hommes sont comme ça. Tu vas voir celles qui sont fans de un peu, tu sais, genre les bad boys, ou il y en a qui ressemblent même pas du tout à des bad boys, mais qui savent comment ça marche. Enfin, maintenant, c'est à la mode. Moi, j'en lis pas, mais il y a plein de livres comme ça, apparemment, un peu de mecs, tu sais, le mec horrible qui, en fait, devient prince charmant. Ça existe quand même très, très, très rarement, je pense, donc faites plutôt attention. Mais c'est ça, en fait, tu te rends pas compte parce que tu dis que c'est normal et qu'en fait, les émotions, elles sont tellement fortes que l'émotion, quand elle est bien, quand il te donne juste un petit signe, un petit date ou quoi, t'as l'impression que ça t'apporte tellement de joie et de bonheur que c'est ça l'amour. Et du coup, en fait, tu crois que c'est trop bien, c'est de la passion, il m'aime de fou, t'as vu, il a pensé à moi. Alors, bah, en fait, ça faisait quand même 3 mois qu'il pensait pas à toi. Et du coup, tu te rends pas compte, tu trouves que c'est génial. Jusqu'à ce que quelqu'un te dise en face, est-ce que t'es sûr que... Mais souvent, en fait, c'est ça, c'est que on me raconte des choses et on se rend compte, et c'est le cas pour moi-même aussi, quand c'est toi, tu te rends pas compte. Mais des fois, rien que le dire à l'oral, tu dis, en fait, ce que je dis, c'est peut-être un peu chelou. Et de raconter, c'est comme aussi de vouloir être aimé par quelqu'un, en fait, qui t'a ghosté. Et tu poses juste la question, mais en fait, est-ce que t'as vraiment envie d'être avec un mec quand t'as posé tes limites, il t'a ghosté? Bah non. Bah, tu vois, c'est difficile de s'en rendre compte seul, ouais. Complètement et ça touche aussi à l'estime qu'on se porte, de se dire: «Est-ce que je mérite, d'être avec quelqu'un qui me ghost?»
ou qui me fait du mal? Et bah, la réponse, c'est toujours non, hein. Non. Pour les Ouais, c'est personnes ça. qui nous écoutent, là, il y a pas de suspense, pour le coup. Là, pour le coup, on est très nuancés, aujourd'hui dans l'épisode. Mais voilà, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui, permet pas de se sentir bien, quelqu'un qui fait du mal à l'estime, bah, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans tous les cas. Mais Ouais, c'est important de le dire aussi parce que c'est l'amour, ça. c'est génial, mais ça l'est pas toujours, du Mmh. coup. Et que c'est pas à celles qui nous écoutent ou même à ceux, parce qu'il peut y avoir des femmes qui sont comme ça aussi, hein, c'est pas ton rôle de guérir l'autre ou de lui faire comprendre ça se fait pas, chacun doit aussi faire son propre chemin. Tu dois pas sauver tout le monde et c'est pas ton rôle en fait d'aider tout le monde, d'essayer de les sortir de là. S'ils te respectent pas, c'est déjà une limite à pas franchir en fait. Passe pas des heures à essayer de lui faire comprendre parce qu'il y en a qui comprendront pas, hein. Tu parlais de bad boy tout à l'heure, dans les livres avec les bad boys. Alors je n'en lis pas, mais à part non, alors si j'ai lu 50 nuances de Grey comme tout le monde, parce qu'on m'a dit que c'était extraordinaire, je fais: «Waouh!» C'est pas le type de littérature que j'aime le plus, mais du coup, je me pose aussi la question des représentations de l'amour qu'on peut avoir, dans les livres, dans les films, dans les séries, enfin en tout cas autour, qui, bah, sont pas toujours hyper saines finalement. Non. Non, non, bah, en fait, on se rend pas compte parce qu'on est baigné là-dedans, mais quand on prend attention, fait attention en fait à ce qu'on regarde ou à ce qu'on lit, on se dit oh, il y a quand même encore du boulot à faire, hein. Et si tu pousses plus loin, quand tu te poses deux fois, maintenant c'est un peu évolué, mais même les Disney à l'époque ou les trucs comme ça, tu vois, du coup nous, enfin moi à mon âge, c'est encore vraiment les anciens Disney. En plus, aujourd'hui il n'y a pas forcément le prince, on en voit d'autres, mais nous à l'époque c'était vraiment prince et princesse et c'était déjà toxique en fait à ce moment-là. Et pour autant, moi, je suis une fan de Disney, hein, donc je jette pas la pierre, etc. Mais c'est juste pour dire que depuis toujours, on a évolué là-dedans. Et en fait, déjà, c'est loin de la réalité, parce que ces hommes toxiques, bad boys, tu sais, à la fin du film, genre, ils changent ou ça devient super. Ça se passe quand même très, très rarement comme ça. Et je pense que les mentalités, mais avec peut-être les plus jeunes encore que moi, là, les 20-25 ans, que je vois, j'ai l'impression qu'elles changent quand même. Mais la représentation dans le monde actuel des couples, c'est vraiment loin de la réalité. Et ça entraîne justement ce genre de relations toxiques, quoi. Ah, il y a peut-être moins de naïveté finalement et puis, aussi, effectivement, il y a des représentations, bah, de certaines époques. Je pense notamment, bah, moi, aux films qu'il y avait, quand j'étais enfant, hein, les films romantiques, ou autres, genre tu regardes Pretty Woman, mais c'est on n'est pas dans une relation hyper saine quand même. C'est clair. Et tu regardes ça, tu te rends pas compte. Et après, tu dis, non, mais il y a quand même un problème. Bah, des choses, des fois, on est enfant, donc on se rend pas compte de tout. Et même, on évolue personnellement, mais aussi, franchement. Mais dans tout, hein, les films, même des fois, les plus basiques, les téléfilms, etc., tu dis toujours, mais quand tu ouvres les yeux là-dessus, sur un truc, tu dis, mais ça va pas, quoi. Et est-ce que toi, t'aimerais transmettre quelque chose à une femme qui doute de la possibilité d'aimer ou d'être aimée? Moi, c'est un message qui est fort pour moi et qui me touche au plus profond. En plus, c'est quelque chose auquel je crois vraiment, c'est que t'es pas trop et t'es pas non plus pas assez. J'ai une double négation qui ne se fait pas, mais voilà. Ça a beaucoup lié avec ce que je disais au début, mais en fait, on dit pas que tu dois pas continuer à évoluer, parce qu'on évolue toute notre vie. Mais aujourd'hui, en fait, t'es parfaite pour être aimée par quelqu'un déjà de sain. Donc, hésite à les mettre toxiques, ou si t'es en relation et qu'en fait t'es pas hyper satisfaite, il y a peut-être mieux autre part. Mais en fait, t'es parfaite aujourd'hui pour quelqu'un. Et je sais que ben déjà on est des femmes, donc franchement, il y a des jours avec, des jours sans. On connaît les cycles, les humeurs, et puis même il peut y avoir plein de choses. On a des traumas, on a des peurs. Mais en fait, tu vas trouver quelqu'un qui t'aime pour tout ça aussi. Et vraiment, c'est possible, ça existe. Il faut te montrer vulnérable, authentique surtout. L'authenticité, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Et t'es parfaite comme t'es. Vraiment, faut que t'y crois parce que moi, au pire, moi j'y crois pour tout le monde, déjà. Donc si t'as besoin, moi j'y crois pour toi. Mais t'es parfaite comme t'es pour aller vers une relation saine et qui te comblera complètement, quoi. Pas besoin de se changer en fait en étant soi, on peut trouver la bonne personne. Mmh, exactement. Génial. Et comment on la trouve du coup? Une fois qu'on est authentique et que, on a fait, sa part de travail, on va dire, comment on fait pour trouver, la bonne personne? Je pense qu'il y a des opportunités partout. J'entends beaucoup de femmes qui sont en mode non, moi je veux pas les applis de rencontre. Pourtant, en fait, tu peux faire des très belles rencontres sur des applis de rencontre si tu sais comment les utiliser. Si encore une fois,
tu connais tes limites, ce que tu recherches et qui t'es, que t'es authentique, etc. Et que t'es ok avec le fait qu'il y a des relations qui se font pas. Mais ça peut être tout le temps, en fait, c'est être ouverte tout le temps aux rencontres, parce que ça existe encore les rencontres dans les supermarchés, à la poste. On dit, je sais plus quel pourcentage, mais il y a un pourcentage énorme qui se fait entre collègues. Mais en fait, les rencontres, elles se font partout et ça part de soi. Génial, finalement, en étant ouverte aux rencontres, même à la poste. Vraiment, ça existe. C'est un beau message d'espoir pour Ouais. toutes les personnes qui galèrent en amour. On peut s'en sortir, on peut avoir eu des histoires complexes, on peut avoir travaillé sur soi, être aligné et trouver l'amour. Et puis je dirais presque à tous les âges finalement. Ouais. Et Même les même, personnes retraitées. ouais. Il y en a qui font des super rencontres, c'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est le moment préféré des auditeurs et auditrices de ce podcast. Le moment oups. Alors, c'est pas que les auditeurs et auditrices sont vaches, mais ça fait toujours du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et justement, toi, Elodie, est-ce que tu as eu un moment dans ta vie, un moment oups? Alors, je réexplique quand même ce qu'est un moment oups. C'est un moment où notre confiance en nous était pas au top. Et ça a pu jouer sur une situation. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, alors que ce soit dans les relations ou autre chose? Oui. Du coup, je suis pas hyper fière et je me mets à nu en plus par rapport aux relations et à mon travail. En fait, je me suis rendu compte il y a de ça quelques semaines, j'étais avec une de mes coachées qui était dans une situation justement où elle avait posé des limites claires et le mec en face, il l'avait ghosté. Elle avait du mal du coup à comprendre et encore une fois à se dire merde, maintenant que je pose mes limites, est-ce que je lui réécris pas, j'insiste pas pour dire que je suis désolée, etc., etc. Et du coup, je lui ai posé une question qui l'a un peu piquée. Et elle m'a dit, oula, là, ça pique. C'est juste, ça fait du bien, mais ça pique. Et moi, c'est une question que j'avais eu peur de poser, justement. Où j'avais pas eu cette confiance en moi, parce que moi aussi, il y a encore des moments où je m'adapte, où je me suradapte, où j'ai encore envie d'être aimée, des fois. Et du coup, à changer mes questions ou mes façons d'être pour que l'autre en fasse même. Il y a encore des moments où ça m'arrive, parce que j'étais beaucoup comme ça avant. Et en fait, je me suis sentie, j'ai eu peur quand j'ai envoyé cette question-là. C'était un peu mon moment oups. Mais la conclusion, c'est qu'en fait, ça lui a fait du bien. Moi, je me suis dit, c'est encore une preuve de plus, en fait, qu'en étant moi-même, c'est ok, ça marche. Et en fait, si ça n'avait pas marché, j'étais peut-être pas la bonne coach pour elle non plus. Et c'est pareil en amour, en fait. Et on a tous peur. Moi, j'ai beaucoup évolué. Ça fait longtemps que je suis en couple, que je m'adapte et je me suis adaptée de moins en moins. Mais on a toujours des piqûres de rappel de un peu de qui on est. Nos blessures, elles partent jamais complètement. Faut savoir vivre avec et oser malgré tout. Mais des fois, on est comme tout le monde, ça revient un peu au galop, quoi. Et c'est pour ça que ce truc d'avoir confiance en vous, c'est le chemin d'une vie, je pense. Tout s'apprend, donc il y a de l'espoir du coup. Ouais, tout ça prend. Complètement. Super. Et parce que toi, tu as une ressource que tu adores recommander à tes coachés, que ce soit, je sais pas, un livre, un podcast, une citation. Alors, j'y ai pensé, il y a plein de choses que j'ai lues, etc. Mais en fait, j'avais envie d'aller un peu à contre-courant et proposer quelque chose où à la base, on propose pas. Mais si vous avez Netflix, il y a une télé-réalité. Moi, j'aime bien regarder télé-réalité de temps en temps. C'est mon côté un peu... Je me libère à l'esprit. Et il y a Love is Blind. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent pas, tu fais des rencontres, en fait, à l'aveugle. Moi, c'est toujours au début que ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, quand tu vois pas l'autre, t'es que tourné vers la parole, mais c'est aussi souvent des rencontres qui sont très authentiques et vulnérables, où tu racontes des choses, tu vois souvent des personnes qui racontent ce qu'elles ont jamais osé, mais là, elles se sentent en confiance, et ça crée, en fait, ça marche pas toujours, mais à la base, des vraies relations. Les gens, ils se connectent vraiment émotionnellement quand ils osent être eux-mêmes, qu'ils se disent pas qu'ils sont pas assez, ils sont un peu, je viens comme je suis, c'est mon dernier espoir, des fois, mais c'est l'authenticité, la vulnérabilité, pas se dire qu'on est trop, pas assez. Et du coup, je trouve que des fois, c'est un bon exemple. Vous dire, regardez, en fait, ça marche. Je te remercie, ça va me donner envie de le regarder du coup. Et pour finir, puisqu'on arrive sur la fin de cet épisode, si tu avais une graine à transmettre aux auditeurs, aux auditrices pour terminer, ce serait quoi? Qu'elles sont parfaites. Que si elles manquent d'amour, moi j'ai déjà assez d'amour pour tout le monde. Moi je les aime déjà et qu'il y a un homme qui les attend quelque part en fait et qui seront prêtes à les aimer. Attendez pas d'être en couple pour être heureuse, surtout pas parce que on l'a vu, être célibataire ça a plein de bons côtés. J'entends qu'il y a des inconvénients, mais profitez de ces bons côtés-là. Comme ça, quand vous serez en couple, vous serez en couple pour les bonnes raisons,
et avec joie, bonheur. J'adore, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Elodie? Vous pouvez me retrouver simplement sur Instagram pour le moment. Donc, c'est elodie.lovecoach. Et du coup, je suis présente, j'ai des réels, j'ai des posts. Donc, et si vous avez la moindre question, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à venir m'écrire en MP s'il y a des questions là-dessus ou sur mes posts ou quoi que ce soit. Ce sera avec grand plaisir qu'on s'y retrouve. Merci beaucoup. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif du podcast. N'hésitez pas à contacter Elodie pour toutes vos questions autour de l'amour ou à faire appel à ses services. Un grand merci à toi pour ce bel échange. Merci beaucoup, Fanny.